On a vu les avantages donc du numérique. On va parler maintenant des solutions, parce qu'on a parlé beaucoup des problèmes. Il y a évidemment des solutions dans les outils, on verra ça tout à l'heure, mais d'abord dans la formation. Et je vais demander à Anne-Sophie Noirel de venir nous rejoindre, Éric Pelletier, Michael Nicole, Olivier Barrère, Vincent Cussonneau, Mario Ingrand et Arnaud Launay de venir nous rejoindre sur place. Anne-Sophie Noirel, elle est DRH d'une grosse entreprise du bâtiment, Cardinal, et elle a fait... L'entreprise a fait l'effort de numériser. Éric Pellerbe est de Pellerbe-Guenneron à Évran. Michael Nicole chez Texier. On va commencer par... Serrez-vous un petit peu. Venez plus vers moi, Anne-Sophie. Un témoignage. Au hasard. Michael. Oui. Bonjour. Serrez-vous un petit peu. Oui. Approchez-vous d'Anne-Sophie, voilà. Pardon. Comme ça pour qu'on voit tous. Parce que là-bas, vous êtes dans le Schwarz, on n'est pas dans la lumière. Bonjour, nom, prénom, profession. Donc Michael Nicole, 35 ans, donc conducteur de travaux à l'entreprise Texier, une entreprise de plomberie chauffage traitement d'air dans le Morbihan. Combien de personnes, combien de salariés 25 salariés. 25 donc, salariés. Une PME, quoi. Pour dresser le tableau au niveau de la formation, on va dire que moi j'ai simplement suivi une journée de formation initiée par la FFB du Morbihan. Donc ça a été simplement une journée au CFA. Une journée entière. Avant, voilà. Avant, vous n'étiez pas du tout numérisé, informatique. Avant du tout, non. Pas du tout. On sent bien que le BIM arrive Oui. dans les petites PME comme dans les grandes. Donc nous, notre volonté, c'est de prendre le train quand il faut le prendre. En fait. Bon, Michael, Ouais. c'est vous qui avez décidé de prendre une journée entière à la FFB. C'était au CFA, la journée. Oui, au CFA de Vannes. Ouais, Alors, c'est de sur Vannes. l'initiative de Ou c'est votre patron qui de vous mon a dit patron. D'accord. Et donc j'y ai participé une journée. Donc sur cette journée, mon ressenti, c'est vraiment que on est dans une transition numérique où moi je peux comparer ça pour les aînés, c'est d'être passé de la table à dessin à la CAO il y a quelques années, et aujourd'hui on passe de la CAO au BIM. Donc on passe vraiment un cap. Et aujourd'hui, nous, ça nous fait un peu peur parce que on sait que ça ne va pas s'apprendre du jour au lendemain. Vous disiez au bout de la journée de formation, Oui. vous avez la tête comme un compteur. On en prend plein la tête puisque Ouais. y a plein de nouveaux termes techniques qui vous arrivent. Vous avez déjà des notions techniques, mais c'est vraiment une nouveauté. On voit bien que l'outil BIM, c'est vraiment la réalité virtuelle du chantier. On voit vraiment l'avantage que ça peut apporter aux entreprises, autant en exécution que... Vous avez peur ? On a toujours de l'appréhension, bien sûr, puisque ça veut dire qu'il faut se former. Pendant ce temps-là, il faut toujours être efficace. Quand Hugues dit c'est pas technique, vraiment, dans les 24 heures que vous avez passées dans la journée de formation CFA Vannes, Oui. CFA et BTP, vous avez compris que c'était compliqué, qu'il fallait faire, qu'il va avoir fait Polytechnique presque. Aujourd'hui, on nous demande de toujours faire plus. Après, les maîtres d'ouvrage sont de plus en plus exigeants. Maintenant, on sera forcément obligé d'y aller, mais ça demande un investissement personnel important. Bon. Et pendant ce temps-là, on n'est pas tellement productif. On perd de la productivité, forcément, au départ, à l'apprentissage, quoi. Anne-Sophie, vous avez fait former... Alors, Cardinal, combien de personnes ? 640. 640 personnes. Grosse entreprise. Un groupe. D'accord. Et vous décidez de numériser tout le monde ? Alors, allez hop. Pas tout le monde. Hein. On a Presque. démarré par le service études budget. Approchez-vous de moi, comme ça les autres pourront être plus à la lumière. Voilà. Serrez-vous, serrez-vous. Vous êtes dans le noir, on ne vous voit pas du tout. Pardon. Donc un service études budget, ensuite un service structure, un service méthode, et puis derrière les travaux. Attendez. Vous commencez par le service... Études de prix. D'accord, et les budget. achats. Les achats. C'est ça. C'est eux qui se numérisent les premiers. C'est ça. C'était logique de commencer par eux ? C'était notre logique. D'accord. Après, une fois que ça s'est fait, formation... Service structure. Les structures, ce qui est Service logique méthode. aussi. Après, les méthodes. Et les travaux. Et les travaux à la fin. C'est ça. D'accord. Vous avez choisi comment le prestataire ? Parce qu'il avait un label, et puis parce qu'on a mis en place aussi un audit externe avec Autodesk Consulting, qui nous a permis derrière de choisir notre logiciel Revit, et puis aussi qui nous a permis d'établir des plans d'action, et notamment... Attendez, vous choisissez Revit, pourquoi ? Il vous propose quoi ? Parce que Revit est un logiciel d'Autodesk. D'accord. Et vous étiez déjà sur Autodesk avant ? Disons que c'est Vous le connaissiez. partenaire consultant qu'on a trouvé. Ce qui s'est passé, on est très concret, hein, on est sur le terrain. Ce qui s'est passé pour vous, grosse entreprise, Cardinal, ça peut marcher pour la TPE ? Est-ce que je peux aller voir comme ça ? Bonjour, faites-moi vos offres. Combien de personnes ? 2. Rien ne leur interdit. Vraiment ? Ok. Pas de regret sur les formateurs ? Pas du tout.
un process intra-entreprise voilà, qui s'est bien passé, avec un plan d'action, un timing respecté, des coûts maîtrisés, donc plutôt satisfait. Cardinal, grosse entreprise, avec une énorme trésorerie qui vous a permis de... Pour les entreprises normales qui n'ont pas une trésorerie formidable, même que c'est un peu difficile, c'est impossible de faire ce plan de formation. C'est un investissement, je pense que c'est comme ça qu'il Vraiment, faut raisonner. Ça a été vu comme un investissement. C'est ça. En gros, combien pour votre entreprise? Alors aujourd'hui, c'est un budget de 58 000 €, 45 personnes formées, 210 heures de formation par personne. Ça fait, attendez, combien de millions d'euros? 58 000 €. 58 000 pour combien de personnes? 45 personnes. 58 divisé par 45, ça fait? En tout cas, ça fait 210 heures de formation par personne. Et 210 heures. 210 heures, ils sont opérationnels? Ils sont opérationnels aujourd'hui. On a 3 projets BIM dans l'entreprise. D'accord. Et ce que vous faites en plus, c'est que vous avez un club BIM, enfin une entité BIM. On a un service BIM aujourd'hui, oui. En plus, vous aviez intégré à une direction du développement opérationnel avec un service BIM. On a recruté 2 personnes, un BIM manager et un dessinateur 2D, 3D. Et puis derrière, toutes les équipes sur les staffs services qu'on a développés. Et ils sont chargés de quoi, ces animateurs BIM? De remettre des piqûres de rappel à tout le monde? C'est ça, et d'accompagner sur le déploiement dans les services. Bon. La formation, on passe aux écoles? Bonjour, vous avez suivi une formation, vous aussi? J'ai suivi une formation. Une subie, quelle horreur comme mot. Oui, c'est vrai. Formation Fédé. La Fédé est assez active quand même sur ce sujet-là. Et ce que moi j'ai perçu de ça, de cette formation-là... Vous faites quoi comme métier? Ah ouais, pardon. Je m'appelle Éric Pellerme, je co-dirige une entreprise de gros œuvres, 25 salariés. Voilà. Je suis maçon. Maçon. Voilà. C'est une petite structure, c'est artisanal. Ce que moi je perçois, c'est que cet outil-là, c'est un outil incroyable d'évolution et d'amélioration de notre méthodologie et de l'acte de construire. Mais comme disait notre cher président tout à l'heure, l'acte de construire, enfin pour moi, ça commence à 8h le matin avec une paire de bottes dans la boue, à ligaturer de la ferraille et à coller du béton. Et il faut absolument que cet outil-là redescende, enfin, en tout cas moi je le souhaite, redescende sur les chantiers. Il ne faut pas que ça reste dans les bureaux d'études, il ne faut pas que ça reste à la conception. Il faut qu'on puisse utiliser le BIM et les outils numériques avec nos paires de bottes, nos gants et nos casques. Ça, c'est... Même pour le faire ailleurs? En tout cas pour le chef de chantier. Mais pour le chef de chantier. Ouais. C'est primordial. Et pour le poseur de parpaing? Pour le poseur de parpaing, non, mais il faut que le chef de chantier, il faut qu'il y ait une prise et c'est ça, une prise. La formation, vous l'avez faite, vous? Ouais. 210 heures, 200 heures, c'est à peu près la moyenne, ce qu'il faut pour comprendre, pour maîtriser? Enfin, 210 heures, c'était au total sur le groupe Cardinal. Non, enfin, aujourd'hui c'était 8 heures de formation, c'est pas grand-chose. Après, vous parlez beaucoup du budget, du coût. Oui. C'est un investissement, il faut le voir comme tel. Aujourd'hui, demain on achète une grue, ça nous coûte 200, 250 000 euros. Un pharo, c'est 40. Enfin, faut tout remettre en perspective. C'est un investissement. Il faut le voir comme l'achat d'un véhicule. Même pour une TPE, une PME comme nous. D'accord. On continue. L'enseignement. Bonjour. Nom, prénom, âge et bonjour. profession. Donc Olivier Barrère. Je suis enseignant à l'IUT de Rennes. J'enseigne au département génie civil construction durable. Donc c'est un département où nous avons 350 étudiants. Notre formation phare, c'est le DUT génie civil, un bac+2. Et nous avons aussi plusieurs licences professionnelles. Alors la révolution, la transition numérique vers le BIM, on l'a entamée nous aussi. On a pris le virage, on est en train de prendre le virage et m'est avis qu'on n'a pas fini de le prendre, ce virage. Alors on n'est pas arrivé à la même évolution dans l'intégration du BIM dans toutes nos formations. Je suis aussi le responsable d'une de nos licences professionnelles qui s'appelle... Attendez, vous dites que BIM n'est pas dans toutes les formations? Pas encore, non. Pourquoi? Parce que la transition est en train de se faire. Pourquoi? Alors, pourquoi? Parce qu'il faut donner du temps au temps. Mais j'y viens. Donc, je suis aussi le responsable d'une de nos licences professionnelles qui s'appelle Maîtrise d'œuvre et études techniques de la construction. Alors, cette licence professionnelle est récente. C'est notre dernier diplôme créé au sein du département génie civil, puisqu'elle a 2 années d'existence. On a créé cette formation en septembre 2014. Et là, le BIM est dans cette formation. Voilà. Et dans cette formation qui se voulait être en relation avec les bureaux d'études, on souhaitait créer des projeteurs, alors, de ce fait maintenant, des BIM modeleurs.
Et quand on a été discuté de la pertinence de cette formation avec les fédérations professionnelles de l'ingénierie, donc ça fait 3 ans maintenant, hein, ça devait être en juin 2013, eh bien c'est là qu'ils nous ont dit, oui, c'est un bon projet, on va vous soutenir, mais il faut prévoir une révolution majeure qui va se produire dans le bâtiment, surtout au niveau de l'ingénierie, au niveau de la conception. Et nous, enseignants, il y a 3 ans, on a découvert ce mot, le BIM, on ne connaissait pas du tout. Et donc, ça a été le premier point sur notre courbe BIM. Et bon, depuis, on a un peu évolué. Merci pour la transparence de vos propos. Et donc, je voulais dire, cette première formation, comme c'était une création, ça a été beaucoup plus simple pour nous d'intégrer cette thématique BIM au sein de la formation. Ça a été, dès le départ, dans l'ADN de la formation. Ce n'est pas une adaptation d'un programme, puisqu'on crée les choses et on a créé cette formation à ce moment-là. D'accord. Et on a pu bien intégrer ça. Vous n'êtes pas le représentant du MIN, vous n'êtes pas Najat, on est là entre nous. Oui. Vous avez l'impression d'être un peu en retard quand même ? Je pense que tout le monde a l'impression actuellement, c'est mon sentiment, d'être un peu en retard. Aussi bien côté formation que certainement en entreprise. Tout le monde est en train un peu de courir après cette évolution BIM. Est-ce que le mammouth va un peu plus vite ? En gros, est-ce que le BIM, ça s'accélère ? Nous, on peut le faire, on peut être réactif, on peut le faire facilement sur des petites formations. Oui. Donc la licence dont je vous parle, c'est une formation en alternance, hein, donc niveau Bac+3, où nous accueillons 16 étudiants qui sont tous dans des entreprises de maîtrise d'œuvre ou des bureaux d'études qui font de l'ingénierie. Donc sur une petite formation, concret en plus, c'est beaucoup plus facile d'intégrer tout ça. Sur un DUT génie civil où on a 250 étudiants, eh ben, là, ça prend plus de temps. On se revoit dans 15 ans, quoi. Voilà. Non. Vraiment ? Non, mais c'est... 16 ans ? Je ne sais pas, il faudra faire le point dans quelques temps, mais c'est plus difficile sur une formation, d'une part existante, et avec beaucoup d'étudiants, d'intégrer tout ça. Est-ce que vos étudiants vous challengent ? Pardon ? Est-ce que vos étudiants vous challengent ? Dans les entreprises, vous avez vu, c'est les gamins qu'on engage qui font... Oui. Qui bousculent les vieux cons comme moi. Oui, nous sommes censés apprendre la plupart des choses à nos étudiants, mais nous apprenons, surtout avec cette question du BIM, nous apprenons aussi beaucoup de nos étudiants, parce que sur cette licence que je représente, ils sont en alternance dans des entreprises, donc il y a un échange des deux côtés qui est super important. Voilà. Et sinon, dans les logiciels qu'on a choisi d'utiliser pour le BIM, on utilise Revit et Allplan pour ce qui est création de la maquette numérique 3D. Revit et Allplan. Oui, parce que c'est aussi utilisé. Arnaud Launay, bonjour. Bonjour. Vous, c'est CFA. Venez dans la lumière, sinon on ne vous voit pas bien. Merci. Merci. Vous allez construire un CFA bientôt ? Mais écoutez, c'est le projet, en tout cas, qui est porté par la branche depuis quelques mois déjà. Effectivement, c'est en cours de réflexion. Donc, c'est un projet qui arrive à point nommé par rapport à tout ce qui a pu être dit ce matin. On a une vraie responsabilité en tant que centre de formation à porter, je dirais, les nouvelles valeurs du bâtiment et au travers notamment de la transition numérique et de la transition énergétique, puisqu'on n'en a pas parlé, mais il y a aujourd'hui une obligation de résultat qui vient vers nous avec la BR 2020. Et je pense qu'il faut aussi lier les modifications de comportement et l'utilisation numérique à cette obligation de résultat. Bon, et géographiquement, comment sera différent votre CFA du CFA de l'ancienne génération ? Je partage exactement ce qui vient d'être dit. On continuera à avoir des salles par métier. Alors, je pense qu'effectivement, il est nécessaire de revoir ces organisations. On imagine volontiers aujourd'hui que nos jeunes devront apprendre, d'une part, à gérer les interfaces de manière optimisée, et notamment dans l'utilisation du numérique. Ça veut dire qu'il faut qu'on développe la curiosité chez nos apprenants et qu'on acculture nos équipes à ce nouveau mode d'organisation. Donc très concrètement, aujourd'hui, sur l'enveloppe du bâtiment, on considère qu'on a à faire travailler un certain nombre de métiers ensemble autour de projets portés par de la conception, des phases d'études, de l'encadrement et des opérateurs. Donc c'est vraiment un mode de fonctionnement très différent à celui qu'on connaît aujourd'hui. Les différents corps de métiers travaillent ensemble, c'est pas nouveau. Depuis les réglementations thermiques, on sait que... Alors ce qu'on a évoqué à plusieurs reprises, c'est ce parallèle avec l'automobile. Je pense qu'effectivement, on a de l'intelligence embarquée, on a cette obligation de résultat qui tend vers nous. Donc il va falloir que dans notre coordination, dans l'approche globale par métier, on soit beaucoup plus performant. Donc ça veut dire que nos jeunes, on aura beaucoup plus de temps à passer avec eux sur tout ce qui est process, méthode, et c'est sans doute des salles qu'on va voir apparaître dans un futur outil de formation, parce qu'on aura besoin de passer du temps ensemble à réfléchir à notre coordination, à notre efficacité, au savoir partagé, pour arriver à un résultat qui soit satisfaisant pour les clients et qui soit à la hauteur des enjeux. Un peu moins de Fordisme dans le bâtiment. D'autres témoignages. Bonjour, vous êtes étudiant ?
Oui, bonjour, donc, je m'appelle Marion Ingrand, j'ai fait un DUT génie civil et là je suis actuellement... Avec le monsieur à côté. Voilà, tout à fait, donc à l'IUT de Rennes. Vous êtes libre hein, de la parole. Ouais, pas de problème. Vous le notez pas après. Non, bon. Okay. Pas cette fois. Donc là je suis en licence pro, donc maîtrise d'œuvre ingénierie de la construction à l'IUT de Rennes et donc formation en alternance et donc je suis chez Oxiem Ingénierie à Château-Giron, entreprise donc de maîtrise d'œuvre et ingénierie de la construction. Donc moi aujourd'hui, quand je suis en période de cours, donc voilà, on nous apprend à modéliser un bâtiment, à faire la phase de conception sur un outil numérique et donc à échanger. On nous apprend à échanger des fichiers IFC d'un outil à un autre. Et donc après, quand je suis en période de formation, je mets ça en pratique. Donc, quand vous serez sur le terrain, vous saurez, quel que soit le protocole utilisé, passer d'un protocole à un autre. Oui, parce qu'on nous l'apprend. En fait, on vous apprend à passer de haut plan à... Voilà, c'est ça. Donc voilà. À l'IUT, voilà, on bosse sur Revit, on passe sur Allplan et ainsi de suite. Et donc, en entreprise, par exemple, nous, on bosse sur Archicad et on va échanger un fichier donc, numérique qu'on va envoyer en format IFC au bureau d'études, notamment pour la RT 2012. Est-ce que vous avez l'impression, et vous êtes libre de parole, qu'on en apprend plus en entreprise que dans votre université? C'est le début, parce que forcément, en entreprise, aujourd'hui, on s'y met aussi petit à petit, mais à l'école, voilà, c'est une bonne formation. Ça accompagne le mouvement, ça va ensemble. Voilà, c'est ça, ouais. Je pense que les deux sont nécessaires. Ouais. Impeccable. Au moins, on met en pratique ce qu'on apprend, et c'est la chose principale. Quoi. Je regarde là, parce qu'on a un rendez-vous téléphonique à midi pile en Skype, si tout va bien. Bonjour, votre témoignage. Donc, nom, bonjour. prénom, âge et profession. Donc moi, Didier Grassin. Alors, il faut que vous veniez là, sinon on ne vous verra pas. Donc moi, Didier Grassin, je dirige la société Oxilium Ingénierie. Donc en tout cas, je suis très ravi. La société comment? Oxilium Ingénierie, dont Mario exécute sa licence en alternance chez nous. Donc nous sommes ravis. Qu'est-ce que vous en pensez de ce petit jeune-là? Il n'est pas opérationnel. Non, mais en fait, il a déjà acquis beaucoup de compétences. Ouais. Donc l'autonomie va demander encore un certain nombre de temps. Donc il vous fait perdre du temps? Non, c'est un investissement, c'est différent. Voilà. Je vois plutôt la chose côté positif. Parce que chez nous, en France, on a plutôt tendance à aller chercher le défaut ou ce qu'on subit. Voilà. Il a plein de défauts. Donc nous, en tant qu'utilisateurs aujourd'hui, on est vraiment ravis qu'il y ait eu une formation en alternance dans le domaine de la maîtrise d'œuvre ou de l'architecture. Voilà. Et on se demandait pourquoi ça n'a pas été fait depuis très longtemps. Voilà. On est en France, monsieur. Je n'irai pas jusqu'ici, mais bon, on est vraiment ravis. Je veux refaire un rapide retour sur le BIM parce que le BIM, ça intègre quand même beaucoup de compétences. Donc, c'est la conception, l'intégration des process que nous sommes spécialisés dans l'activité construction de bâtiments professionnels. Donc, ça intègre beaucoup plus de choses comme ça. Tout à l'heure, j'entendais, quand vous disiez, ça veut dire qu'en amont, vous avez fait une erreur de ne pas avoir anticipé la maintenance. Oui, la GTB. Mais c'est un devoir. C'est un devoir. Si aujourd'hui vous n'anticipez pas comment on va exploiter le client, enfin le maître d'ouvrage son bâtiment, ça veut dire que là déjà vous avez fait une erreur. Donc dès le départ, vous devez intégrer cette compétence-là. C'est pour ça que nous notamment, alors, on est une TPE, nous ne sommes pas nombreux, mais en fait on existe depuis presque 7 ans. On a intégré une solution complémentaire à ce qu'on apporte pour faire de l'ingénierie d'exploitation. Donc c'est obligatoire. Et vous, dans l'ingénierie, mise en œuvre, conception, réalisation et exploitation, le numérique est une aide, le numérique est un plus? Alors, non seulement le numérique est un plus, c'est un investissement important. Nous sommes 4 personnes. Hein. L'investissement, c'est 30 000 €. Voilà. Donc c'est quand même un investissement 30 000 important. € de formation, de matériel? De matériel. Combien coûte un logiciel BIM? C'est l'une des questions posées sur SMS. 5 500 €. 5 hors mise à jour annuelle. Hors mise à jour annuelle. 5 500 €. Je peux faire une maquette BIM. Il me faut combien d'heures de formation, Anne-Sophie? Et nous, on a fait le choix de 210 heures oui. par Non, personne. mais moi tout seul. Ça dépend du service dans lequel vous êtes rattaché. 4 jours. Vos besoins. 4 jours? 4 jours. 4 jours. 4 jours. Oui. Je ressors avec la tête comme un compteur, comme dirait Michael. Alors, ça dépend des personnes. Je pense qu'il faut vraiment intégrer une réelle volonté individuelle et d'entrepreneur. Si on n'intègre pas cette compétence aujourd'hui, nous, on s'est créé en 2009. Dès le départ, on a fait le choix
d'aller sur des logiciels et des progiciels pour le BIM. J'en profite pour poser plein de questions techniques, répondre qui peut ou qui veut se poser par SMS. Y a-t-il des outils équivalents à Revit open source? Oui, Archicad. Archicad. Le prix d'un logiciel aujourd'hui, est-ce qu'on doit privilégier la formation technique ou numérique? Je n'ai pas très bien compris le sens de la question, mais je vous la délivre telle qu'elle. Bah, en fait, quand vous allez concevoir un projet, vous avez l'obligation de concevoir la totalité, alors que ce soit la structure, les ouvrages maçonnés ou les complexes d'isolation, etc. Parce que après, on a oublié de parler d'une chose qui est importante, c'est la RT 2012. Quand vous concevez un bâtiment, et la 2020 qui arrive. Voilà, c'est que quand vous concevez un bâtiment, vous avez l'obligation de prévoir les complexes d'isolation, etc., par rapport à l'énergie qui va être consommée. Donc il y a quand même des obligations par rapport à ça. Yves, vous êtes prof aussi. Vincent Cussonneau, donc, je suis collègue à d'Olivier. Donc juste pour rebondir sur la question SMS, on tient à ce qu'on forme des techniciens et non pas des informaticiens. Et il ne faut pas que ça remplace. C'est-à-dire que l'étudiant, il ne faut pas qu'il se pose 15 heures de problème comment je modélise sur Revit. Notre problématique quand même à nous, c'est comment concevoir la liaison, les matériaux qui vont bien, comment il les choisit. Donc voilà, la technique, ça doit être le cœur de la formation. Pendant un grand temps, les applications professionnelles, c'était plutôt dans le genre syntaxe-error. On avait l'impression que les informaticiens faisaient exprès d'avoir un métalangage incompréhensible par le commun des mortels et uniquement compréhensible par eux. À partir du moment où il y a eu les applications, Apple en est le bon exemple, What you see, what you get, c'était il y a 30 ans. Est-ce que le BIM est simple? Est-ce que c'est intuitif? Non. Alors, on s'aperçoit qu'avec nos étudiants, on n'a aucun mal à les mettre au travail là-dessus. Il y a une appétence pour le logiciel. Parce qu'il c'est des jeunes, c'est ça? Oui, il n'y a pas le frein, de l'âge. Même, enfin voilà, on peut l'avoir nous, le frein de l'âge. Il n'y a pas d'appréhension. Il n'y a pas d'appréhension. Ils se plantent, ils reviennent en arrière. Alors la difficulté en tant que formateur, c'est de définir un cadre. Et on rejoint un petit peu d'ailleurs sur le boulot du BIM manager. C'est que le BIM manager, il cadre ses équipes sur un format bien typé, sur lequel on n'aura pas de problème d'export derrière. Est-ce que vous avez l'impression, monsieur, deux professeurs, mais vous également, que les gamins que vous formez, les jeunes que vous formez, pardon, sont plus pluridisciplinaires qu'avant parce qu'il y a de la numérisation? En gros, ils sont moins sectorisés ou moins spécialisés et plus capables de comprendre les autres? Non, pas plus. Non, moi, je pense vraiment que j'ai pas spécialement cette impression-là, non. Bon. Moi, c'est l'impression que j'en ai en tant qu'utilisateur et aujourd'hui concepteur et réalisateur, c'est que les futurs acteurs comme Mario, par exemple, donc c'est la relève. Hein, non seulement ils seront forcément beaucoup plus doués que nous, mais ils auront l'obligation d'être pluridisciplinaires. Voilà, parce que tous les champs de compétences doivent être intégrés et puis ça va monter forcément tout le monde vers le haut. Arnaud? Oui, je complète ce qui vient d'être dit. Effectivement, c'est l'opportunité pour nous très clairement de développer justement cette notion de collaboration et développer des outils qui soient vraiment collaboratifs entre les corps d'État. Michael, c'est l'impression que ça élargit votre univers? Moi, j'ai l'impression que le BIM va nous donner une surcharge de travail, surtout en préparation de chantier, où aujourd'hui on nous demande de démarrer des chantiers où vous avez le marché le vendredi et vous devez démarrer la semaine d'après. Et la phase préparation de chantier aujourd'hui est très courte. Et bon, à savoir que ces logiciels-là, il faut quand même passer un peu de temps pour faire les choses correctement. Mais, alors, préparation du chantier, plus longue, plus difficile, oui. Mais les avantages sur le chantier, moins de réserve. Alors c'est sûr que si la phase de préparation de chantier a été bien faite et que les synthèses sont faites correctement, ça c'est pareil, il va se poser le problème de la synthèse. Qui va gérer la synthèse sur un chantier? Qui va mettre les données, les regrouper? Donc ça sera peut-être le BIM manager, il faudra certainement redistribuer les rôles. Mais il y aura moins de conflits après. Je pense que certainement, c'est sûr. Oui. Donc moins de conflits et du temps gagné, de l'argent de gagné. Eric, est-ce que le numérique élargit votre univers mental? Est-ce qu'on a une vue plus globale du bâtiment? Oui, c'est indispensable. Il va falloir qu'on passe par là de toute façon. Et l'impact du numérique sur notre quotidien à nous, c'est de se poser les bonnes questions. Et c'est de se poser les bonnes questions, pas pour les autres, mais avec les autres. Vous disiez tout à l'heure, oui, tout le monde collabore, oui, le plombier nous amène la bonne réservation au bon moment. Non, il y a des gens il y a beaucoup de gens ici qui travaillent dans le bâtiment. C'est un vœu pieux, ça marche quelquefois. Voilà, on essaye de tendre vers ça. Le BIM, cet outil-là, nous imposera cette rigueur-là, cette discipline-là. Olivier?
Oui, alors de par notre expérience sur le BIM, mais très rapidement, c'est vrai qu'on se dit souvent qu'on perd du temps au début pour créer la maquette numérique 3D. C'est vrai. Mais à partir du moment où elle est terminée, cette maquette, l'édition des plans 2D qui vont servir à construire l'ouvrage à partir de la maquette se fait très rapidement. Et en plus, étant liés les plans à la maquette numérique, toutes les modifications correspondront à des mises à jour automatiques des plans. Toute modification de la maquette correspondra à une modification automatique de l'ensemble des plans, même si on a 200 plans édités à partir d'une maquette. Et ça, là, le gain, je pense qu'il est important. On a un Skype qui nous attend. Vous avez une phrase, pas plus, pour conclure. On va commencer par vous. Une phrase. Une phrase. Non, je pense que le BIM, à mon avis, pour nous, futurs utilisateurs du BIM, ça va être un vrai confort de travail. Merci. Oui, alors nous sommes contents de participer à cette évolution BIM, hein, comme tout le monde. Et moi, ce que je trouve, c'est que tous ces outils BIM paraissent assez ludiques finalement à nos étudiants, et ça nous aide à, pédagogiquement, à les intéresser à des sujets techniques. Voilà, ça leur paraît plus ludique, c'est plus de leur génération, et on a assez de facilité à les attirer vers ça. On a parlé d'intuitif, il y a aussi du ludique, c'est comme ça que marchent les apps. Oui, juste pour compléter, sur l'intérêt des étudiants, il y a aussi l'aspect donc technique dont je parlais tout à l'heure. Sur AutoCAD, on dessine un trait, on se dit dans notre tête que c'est un mur. Quand on dessine sur Revit, sur Allplan, sur Archicad, on dessine une paroi avec ses fonctions, avec des propriétés thermiques, avec des propriétés acoustiques. Et c'est tout ça que l'on rentre quand on fait un trait. Oui. Et c'est donc voilà, la notion de maquette enrichie, elle est là. Et ça veut dire que l'étudiant, il doit avoir toutes ces notions-là en tête lorsqu'il dessine ce fameux trait. C'est plus qu'un simple trait AutoCAD. Maquette enrichie, prof enrichi, étudiant enrichi. Et Eric, faisons descendre la maquette numérique et l'outil numérique à tous les étages de la construction. Et l'acte de construire, ça commence au pied du mur, pour ce qui me concerne. Et n'oublions pas ça, ça passera par là, cette révolution passera par là. Didier. Le BIM, pour nous, ça va devenir une valeur forte de compétences, de reconnaissance et de fiabilité auprès de vos clients. On a oublié la reconnaissance, oui. On en parlera avec Marie, avec Anne-Sophie. Pour moi, le BIM, ça reste quand même positif. Je suis plutôt optimiste pour l'avenir. Ouais, mais chiant. Hein. Donc, du gros travail personnel. Ouais, dans mon discours, je suis plutôt pessimiste, mais il y aura un travail, il sera fait. Dans 10 ans, on n'en parlera plus. Hein. Il y a du boulot, quoi. On venait à peine de se former. On avait appris à peine ce que c'est qu'un PDF, et voilà qu'il faut qu'on apprenne ce que c'est qu'un TIF. Mon Dieu. Alors nous, on a choisi de regarder le BIM comme un outil de performance, de pertinence, et puis d'émulation des entreprises, et puis d'émulation des collaborateurs. Et pour l'entreprise elle-même, un plus. Oui, une belle image. C'est une image, mais c'est surtout, essentiellement, c'est un dynamisme des équipes, c'est une autre façon de concevoir l'acte de construire, c'est rester innovant, c'est rester créatif, et puis c'est un peu l'ADN du groupe Cardinal. Donc ça nous Madame la DRH, vous recrutez que les meilleurs avec une boîte qui est comme ça. J'aime autant, oui. Oui, mais c'est vrai. Non, mais c'est important. Pour le recrutement, vous allez prendre l'élite sortant du BTS. Arnaud, mettez-vous dans la lumière, on ne vous voit pas. Pardon. C'est l'occasion, effectivement, de valoriser aussi nos métiers. C'est vrai que ce BIM va apporter un nouveau vecteur d'image intéressant pour les métiers du bâtiment. Et je pense que c'est l'occasion pour nous de repenser et nos organisations et nos modèles pédagogiques, puisqu'on voit que la formation se fera tout au long de la vie autour du numérique, et peut-être davantage de formation même à distance pour les jeunes du bâtiment. On est d'accord qu'on dit BIM, mais c'est la numérisation complète, même si le BIM ne touche pas encore, hélas, la GTB, même si le BIM ne touche pas encore, hélas, la domotique, mais c'est cet ensemble de numérisation du bâtiment. Merci à vous. On va essayer, on va tenter un exploit technique extraordinaire de faire un Skype en direct. Est-ce que, par hasard, on a réussi à joindre par Skype monsieur de la French Tech? J'ai oublié son nom, mon Dieu. Le monsieur de la French Tech. Voilà, vous êtes là? Oui, je suis là, je ne sais pas si vous m'entendez. Oh, on vous voit, bonjour. Alors, attendez, vous patientez quelques instants. Je voudrais que plusieurs personnes montent au cas où vous posez des questions. Pierre Berthoud, Christophe Tézé, Cyril Gangletas, Pierre Laude, Vincent Juel et Morgane Bigot. Venez nous rejoindre, je vous en prie, sur scène. Pierre Berthoud, vous êtes au téléphone. Bonjour. Vous êtes toujours président de la French Tech? Président de la French Tech Rennes-Saint-Malo, effectivement. Rennes-Saint-Malo, qui est l'un des territoires, l'un des 9 territoires avec le label French Tech. Voilà, exactement. Vous avez le petit coq vert, là, vous l'avez? Écoutez, je suis dans les locaux de la French Tech à Rennes, je n'ai pas mis mon coq. Ah, c'est important. Oui, c'est le truc de crâneur. Exactement.
Alors, que vient faire la French Tech, bonjour, dans la numérisation du bâtiment? Alors, la French Tech dans la numérisation du bâtiment, on peut peut-être juste, pour l'Assemblée, réexpliquer ce que c'est que la French Tech. Oui. En 2 mots, c'est un label, une marque créée par l'État, par Fleur Pellerin, il y a maintenant environ 4 ans. L'idée, c'était de dire, les startups ont du talent en France, il y a de très belles réussites, ça ne se sait pas, et il y a peut-être un manque d'enthousiasme autour de tout ça. Donc l'idée, c'était de valoriser le savoir-faire des startups françaises. On sait qu'on est dans une révolution numérique, une révolution digitale, je pense que c'est un peu votre sujet, on prend entre les 2 mots. Donc les emplois de demain, c'était aussi de dire, c'est sans doute les startups qui se créent aujourd'hui qui feront les emplois de demain. Donc autour de ça, l'idée, c'était de dire, bon, il faut labelliser les territoires pour que des territoires donc s'approprient cette marque et puissent dynamiser tout leur écosystème et puissent accélérer le développement de ces jeunes entreprises qui ont besoin d'être accompagnées, qui ont besoin de se structurer pour croître très rapidement. Parce qu'il y a une particularité chez les entreprises, c'est que pour certaines d'entre elles, pas toutes, la croissance peut être extrêmement rapide. Donc l'idée, c'est de se fédérer, d'organiser, de structurer. Et Dieu sait si on est dans un pays où il y a de nombreuses couches, donc c'est pas toujours facile de fédérer, d'organiser les choses. Et donc l'objectif, c'est de mettre un peu tout le monde en mouvement pour que ces startups puissent se développer le plus facilement possible. Alors parlez-nous de nous, parce qu'il y a que ça qui nous intéresse. Le bâtiment, French Tech et le bâtiment, il y a des liens, il y a des possibilités de synergie? Alors oui, bien sûr. Alors il y a effectivement, on pourrait se dire, je vous parle des startups, vous êtes dans un métier traditionnel, mais un métier traditionnel qui est aujourd'hui complètement impacté par le digital. Donc il y a quelque chose qui est très important pour nous, c'est qu'aujourd'hui vous avez des startups souvent qui ont des idées, qui ont des produits, qui ont des services. Et ces startups, elles n'ont pas forcément leurs premiers clients. À côté de ça, il y a une activité traditionnelle. Alors ça peut être des petites et moyennes entreprises, ça peut être des grandes entreprises qui ont des besoins. Donc nous, on a un rôle pour mettre en relation et mettre en lien ces startups et finalement l'économie. Alors j'aime pas le mot traditionnel, enfin le mot, ce mot-là me plaît pas, mais bon, je vais quand même l'utiliser. Et donc par exemple l'économie du bâtiment, le secteur du bâtiment. Je vais vous prendre un exemple. Alors c'est un exemple d'une grande entreprise du bâtiment avec qui on était hier, un des leaders en France et en Europe. On le rencontrait dans le cadre de la French Tech. L'entreprise dont le nom commence par un B ou par un E? Non, je dis rien. J'ai vu qu'il y avait Cardinal, c'est pas Cardinal. Non, mais c'est Bouygues ou c'est Fage ou c'est Vinci? C'est un des 3. Mais peu importe. C'est un gros. Et en fait, c'était le directeur régional, je pense pas, je suis sûr, qui était là. Il disait, bon, nous finalement aujourd'hui, on se demande si notre concurrent demain, ce sera pas Google. On parle de la ville connectée, on travaille, on est sur ce qu'on appelle la Smart City. On sait que dans le bâtiment, le numérique est très présent. Les bâtiments sont connectés, on est dans l'économie d'énergie, on travaille sur la data, sur la donnée, on analyse tout ça. Et finalement, il disait, nous, notre problème, c'est ça. Et notre problème aujourd'hui, c'est quand on est face à des donneurs d'ordre, c'est de venir avec des idées nouvelles, parce que le donneur d'ordre ne sait même pas vraiment toujours ce qu'il veut. C'est-à-dire qu'il faut être dans la proposition, il faut être dans l'innovation, il faut être dans cette capacité à proposer des choses nouvelles. Et aujourd'hui, il y a le problème de transformation numérique et digitale n'est pas qu'un problème technique, ce n'est pas simplement le fait d'utiliser des outils, c'est la transformation humaine qui doit accompagner ça. C'est comment les cadres de cette entreprise, comment les collaborateurs de cette entreprise sont capables de s'imprégner de cette nouvelle culture, sont capables de se mettre dans une nouvelle posture aussi pour travailler avec ses clients. Avouez que ce n'est pas très évident lorsque vous parlez des métiers dits traditionnels, ce qui n'est pas très gentil comme mot, mettons plutôt classique, oui. Parce que rien n'a plus changé que le bâtiment durant 20 ans. Ce n'est pas évident de se dire, est-ce que mon concurrent, ça va être Google? Moi, je suis maçon, je fais de la charpente métallique, il n'y a que moi qui sais les faire et je ne vais pas être délocalisé. Je vous propose plusieurs témoignages. Vous avez le micro branché, donc vous intervenez quand vous voulez. Mais d'abord, un petit témoignage filmé, si ça ne vous gêne pas. Je voudrais vous présenter M. Thésée, Christophe. Il est entrepreneur de peinture à Rennes. Et lui, il utilise aussi et déjà le numérique. Regardez. Nous avons maintenant rendez-vous avec l'entreprise Thésée Peinture à La Mézières, en Ille-et-Vilaine. Dans cette entreprise de 50 salariés spécialisée dans les métiers de la peinture et de la décoration, il s'empare du numérique, notamment par la mise en place d'une messagerie professionnelle,
afin de favoriser l'agilité et la rapidité dans les prises de décision. Le but, c'est vraiment d'essayer de gagner du temps, de pouvoir communiquer le plus simplement possible, simplement avec un petit message. Donc ça peut aussi concerner, et ça nous sert beaucoup au niveau des commandes de marchandises, c'est-à-dire que les chefs d'équipe envoient directement leurs demandes au service achat pour tout ce qui est commande de matériaux. Souvent est mis en copie le conducteur de travaux qui est au courant que la commande est passée. Donc voilà, il n'y a pas de... tout est bien inscrit, tout est archivé en plus dans l'application. Quand on a des travaux supplémentaires, ça nous permet d'envoyer des ordres de service, ça nous permet aussi de régler des problèmes à distance. Quand on se retrouve face, je crois pour notre métier, qui avons un métier très visuel, ça nous permet de résoudre des problèmes, notamment sur des problèmes de teinte, des problèmes de répartition de papier, des problèmes de support qui sont un peu douteux. Donc rien qu'en s'envoyant des photos et en discutant, soit par téléphone ou en s'échangeant par ce système de messagerie, ça nous permet de résoudre beaucoup de problèmes à distance. Depuis quelques mois, Jean-Christophe Tézé a également fait l'acquisition d'un spectromètre portatif. C'est un outil qui n'est pas plus gros que cette taille-là, qui permet donc sur chantier d'aller reconnaître directement la teinte chez un client et de pouvoir reproduire la même. C'est un spectromètre qui contient 6 nuanciers, donc un nuancier ça fait à peu près cette taille-là, donc plutôt que d'avoir ça sur soi, ça suffit pour reconnaître les teintes. Donc c'est vraiment un outil performant et c'est là où on voit que le numérique a quand même énormément avancé. Voilà, encore une fois on a parlé du BIM, mais ce Facebook un peu professionnalisé et ce spectromètre, voilà d'autres façons de rentrer dans le numérique. Bonjour, vous construisez des maisons individuelles. Oui, absolument. Et vous avez encore des rotrings. Et oui, je dois le confesser. Alors, on est content de vous avoir parce que, en fait, vous n'êtes pas si vieux que ça, en fait. J'espère. Alors, c'est juste pour dire que le BIM n'est pas obligatoire pour tout le monde. Non, et il ne remplace pas tout. Alors nous avons évidemment beaucoup d'outils numériques et nous faisons de la modélisation 3D, nous présentons des projets à nos clients avec la possibilité de visualiser intérieur, extérieur, de se promener dans son projet, bien sûr, mais pour autant, souvent dans des phases amont de conception, le croquis, la petite perspective faite avec le rotring, le calque, le papier calque, est une étape extrêmement importante et une étape qui peut être très séduisante commercialement pour nos clients. Attends, on parlait tout à l'heure avec les architectes, ils continuent dans les écoles d'architecture à apprendre le dessin. Et le crowbar, ils le font, et la perce, ils les font toujours. On ne peut pas être architecte si on ne sait pas dessiner une perspective. C'est le b.a.-ba que vous dites. Mais vous dites, c'est pas... C'est le b.a.-ba, et c'est aussi un outil qui permet de pouvoir avoir un échange, une relation privilégiée avec son client, et d'apporter quelque chose qui finalement devient nouveau parce qu'on est très habitué aujourd'hui avec nos téléphones, nos télévisions à avoir du numérique partout. Retrouver le vrai sens du trait, le vrai sens du projet, réalisé parfois même en direct, face à face, ça donne un vrai plus qui est intéressant. Donc encore une fois, on est dans une logique complémentaire avec le numérique. Alors, on parle des outils. On donne un exemple. Bonjour, le vôtre, c'est quoi? Bonjour. Vous parlez tous les deux? Oui. D'accord, vous êtes ensemble. Prenez chacun un micro. Alors, et mettez-vous là, parce que regardez, là, en fait, vous êtes un peu dans le noir. Si vous appuyez là, on vous voit mieux. Alors, nous, notre logiciel, c'est un logiciel de calcul de structure aux eurocodes qui s'appelle LisaBlue. LisaBlue. Votre formation? Moi, je suis ingénieur en informatique. Informaticien et calculateur structure. D'accord. Donc, un mec du bâtiment et un matheux. C'est ça? Exactement. Voilà. Vous vous rencontrez sur... On est amis à la base. Donc, Vous êtes copains à la base. Voilà. Alors, LisaBlue, c'est un logiciel, ça permet quoi? On va parler des eurocodes. Bon, on ne va pas entamer le débat. Est-ce qu'ils sont obligatoires? Quelles sont les dérogations? Mais on va avoir les eurocodes, tous obligatoirement. Et on en a pas mal déjà. Alors, il y a une démo? Oui, il y a une démo. Voilà, on avait préparé une on petite nous a vidéo. accordé 3 minutes pour faire cette démonstration. Top chrono. Et au final, 3 minutes, c'est le temps qu'il faut avec LisaBlue pour obtenir des premiers résultats aux normes Eurocode. Du coup, la norme Eurocode, donc c'est la norme de calcul de structure du bâtiment.
Et donc, on va devoir calculer les charges de neige sur le bâtiment. Donc, c'est ce que va donner le logiciel en fonction de l'altitude, la zone. À Saint-Brieuc, c'est rare. Mais... C'est surtout ça qui va nous intéresser, le vent, qu'il faut calculer également, avec les vents dominants, l'effet du relief sur le vent, chacun des vents. Il y a aussi le séisme qu'il faut prendre en compte, ou pas. Donc c'est ce que donne très rapidement le logiciel, ou même le feu, les durées de tenue au feu pour le logiciel. Alors du coup, il va nous rester 2 minutes 30 pour faire la démonstration. Stéphane, je te laisse faire la démonstration. Voilà. Du logiciel. On peut lancer la vidéo. Donc on fonctionne avec une géolocalisation via Google Maps. Je mets mon bâtiment où je veux. On place le bâtiment où on veut. On rentre une adresse. Où je veux, en France, en France, en Belgique ou au Royaume-Uni. On place le bâtiment, on l'oriente. Et donc le calcul a déjà commencé en arrière-plan. Là, on a une possibilité de charger un modèle, c'est un modèle paramétrique, donc de lui donner des dimensions, de l'habiller avec du bardage, de la couverture. La panne fêtière, l'excentre. Voilà, on le ferme. Dans l'exemple, on a laissé une paroi ouverte pour voir ce que ça donnait. On va donner différentes indications sur l'usage du bâtiment, qui serviront essentiellement à classifier vis-à-vis du séisme et de l'incendie le bâtiment. Voilà. Et là, on a une reconnaissance automatique de la rugosité de terrain. Donc là, on voit c'est un peu rapide. Il avait reconnu la mer à l'est. Donc ça permet en fait de faire les calculs du vent de manière précise. Donc ensuite, on a les résultats qui s'affichent. Donc la neige, l'altitude a été reconnue. On a un calcul de la pesanteur sur le terrain. On a les zones de vent, les zones de séisme, la catégorie d'importance du bâtiment. Et on peut développer chaque point de manière à obtenir tous les résultats de calcul des graphiques. Donc là, on voit la mer qui a été dessinée à l'est en 3 dimensions et les pressions de vent qui ont été calculées dans chaque direction du vent. Et ça, même pour moi chaque qui sais surface. rien faire, je peux le faire tout seul. Alors l'objectif, c'est vraiment de le rendre simple d'accès Parce que la et que ça soit pression dynamique dynamique. de pointe, c'est Q plus Z sur racine de cos. Voilà, tout est. Alors, on développe ou on développe pas. Si on n'a pas besoin d'aller de manière approfondie dans le calcul, on peut se contenter de lire la synthèse des résultats. Par contre, si on a envie de comprendre, parce qu'on a envie de se former ou parce qu'on aime bien vérifier les résultats, c'est pas une boîte noire. On a fait en sorte que on puisse tout vérifier. Accéder. Et modifier potentiellement si on avait besoin. C'est-à-dire que les résultats ne sont pas figés. On peut interagir dessus et les modifier pour X raisons. Là, on a inséré des liens aussi vers les différents textes législatifs qui concernent le séisme, le feu. Pour chaque pays, on peut les consulter, soit par exemple pour la France sur Légifrance. D'accord. On a dépassé les 2 minutes. Là. Voilà, il reste 15 secondes parce qu'on voit que c'est pas beaucoup plus long que ça. Alors c'est juste pour vous dire qu'au final, c'est très facile d'utilisation puisque ça marche sur navigateur. On peut l'avoir sur tablette, sur mobile, juste en tapant www.lisa.blue. Et du coup, aujourd'hui, on n'est encore que sur invitation, mais on vous a donné un code d'invitation gratuit aujourd'hui si vous voulez essayer Lisa Blue. C'est FFB 2016. Voilà, valable 10 jours. Merci. Merci. 3 minutes, vous les avez tenues. Vous avez un stand, et puis il y a d'autres prestataires qui sont là à côté, restez avec nous. Il y a un stand, vraiment, je vous conseille, nous vous conseillons tous, la FFB vous conseille d'aller sur place, leur poser toutes les questions possibles et imaginables. Je propose petite vidéo, et après je vous laisse la main pour une démo en direct. Où est-ce que ça marche là? Oh, on fait la démo alors. Oh oui. Bonjour, vous, c'est un carnet de chantier. Alors, oui. Donc, bonjour, Morgane Bigot. Alors, je vais revenir presque terre à terre en vous présentant Archie Report. Archie Report, c'est une application de suivi de chantier. Comment ça s'appelle? Archie Report. Archie Report. Report comme rapport. D'accord. Compte rendu. Donc, c'est à destination des architectes, maîtres d'œuvre et conducteurs de travaux. Et l'idée, c'est de générer des comptes rendus de chantier directement sur le chantier. Mais jusqu'au bout de la chaîne, jusqu'au peintre, jusqu'au pieuvreiste. Voilà, on fait tout le compte rendu sur le chantier. Voilà. Ah oui, oui. Donc, vous connaissez tous l'architecte ou le maître d'œuvre qui prend des notes sur un calepin. Et le soir, devoir taper les comptes rendus chantier, donc ça prend un certain temps. L'idée, c'est qu'on fait tout sur le chantier. Donc là, je vais rentrer dans un projet existant. Je vais vous épargner les paramétrages d'intervenants et de l'eau. J'ai une visite de chantier. Et dans ma visite de chantier, je vais faire des remarques. Donc là, je vais lâcher le micro pour vous ajouter une petite remarque. Je vais vous le tenir, bougez pas.
Merci. Donc c'est simple, je fais ajouter une remarque. Hop. Donc là, je vais dire attention, attention au temps. Je vais prendre une photo pour illustrer. Donc on imagine l'architecte sur son chantier à montrer tous les défauts ou les anomalies. On peut entourer, faire un certain nombre de dessins. On valide et en fait on affecte ces remarques aux intervenants. Donc là je vais affecter cette remarque attention au temps à Jérôme Bonaldi pour lui dire d'aller vite. Et est-ce que je peux positionner sur plan également pour localiser la tâche. Est-ce que vous pouvez l'envoyer à tout le monde aussi? Voilà, donc en fait l'idée là c'est que je fonctionne hors ligne et dès que je trouve une connexion, j'envoie le compte rendu chantier PDF à tout le monde. Parce que l'un des avantages du mail, c'est que j'envoie un mail à tout le monde disant ça va exploser, puis quand ça a explosé, j'ai dit attendez, je vous ai prévenu les gars. C'est ça. C'est une bonne façon de se débarrasser des responsabilités. Personne ne peut dire j'ai pas vu, puisqu'on peut mettre autant de photos qu'on veut, autant de dessins, des pastilles sur plan, on peut affecter à différents lots ou intervenants. Cette application fonctionne sur iPad, iPhone et web, et le tarif c'est 9,99 par mois, sans engagement de durée, avec un stockage illimité. 10 euros voilà, par mois, sans engagement de durée. 10 euros par mois, et combien d'utilisateurs? On a un compte email égal à un compte utilisateur. Ah, c'est 10 euros par mois par personne. Voilà, et on peut travailler à plusieurs sur le même iPad, et on peut partager le compte rendu de chantier généré. Il n'y a pas une appli gratuite déjà chez Google ou chez les autres? Non, chez Android? pas encore. Non. Donc l'idée c'est de générer automatiquement ce compte rendu au format PDF, et on l'envoie, on a le planning qui est généré automatiquement, et les pastilles sur plan. Et vous lisez tous les autres formats? Alors nous, on lit les formats dans le dossier de document, on met tous les formats. On peut mettre du TIFF. D'accord, ça veut dire que j'ai cette tablette parce que j'en ai besoin, parce que je suis peintre, par exemple. Alors un peintre... Et que je n'ai pas obligatoirement besoin de la BIM, mais du coup, je peux recevoir des trucs de la BIM. Alors ça, c'est orienté maître d'œuvre, architecte et conducteur de travaux. Mais donc ça fait un peu d'interopérabilité. Oui, là, on peut imaginer un peintre qui gère ses équipes et qui fait les comptes rendus de chantier sur tablette ou iPhone. Monsieur Skype, vous êtes toujours là avec nous, vous intervenez quand vous voulez, hein? Oui, je vous écoute et je salue Arnaud parce que c'est une entreprise de Rennes et qu'on connaît très bien. Alors, j'avais juste une remarque. Vous parlez beaucoup d'outils, de produits qui changent votre métier. Alors, ça a peut-être été abordé dans d'autres travaux, peut-être avec Hugues Mehdi qui participe, je crois, à votre événement aussi. Il est là. Il est là, Hugues, salut. Il faut aussi voir l'impact du digital sur la relation client, parce que ce qui bouleverse aussi les métiers au niveau digital, c'est bien sûr les outils que vous pouvez utiliser, mais je pense encore plus, c'est la manière dont vous adressez vos clients. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je peux aller comme si j'achetais, alors là, vous allez dire la comparaison est sans doute très malheureuse, mais je peux aller comparer aujourd'hui un artisan, une entreprise sur le web, comme si j'achetais un produit sur Amazon ou sur le site de la Fnac. Et ça, c'est quand même aussi une donnée dans votre transformation, et pour tous les dirigeants qui sont dans la salle, c'est quand même quelque chose aujourd'hui qu'il faut absolument prendre en compte, parce que ça va forcément avoir un impact sur vos métiers, et si ça ne l'est déjà. Pendant que la FEB réfléchit, c'est vrai que la grande distribution, et en particulier le bricolage et les gros travaux, les matériaux, réfléchissent aussi au e-commerce et à la digitalisation de leur métier, et eux aussi craignent un Uber ou un autre. Je propose un autre témoignage d'utilisation, vidéo cette fois-ci. Je vous emmène à voir Monsieur Guy Mettas, qui lui aussi utilise l'informatique. Regardez. Chez BCM Menuiserie à Carvignac, nous avons rencontré un jeune patron persuadé que la transition numérique en est à ses balbutiements dans le monde du bâtiment. Site internet, Facebook, c'est un chef d'entreprise moderne, mais il a décidé d'aller un peu plus loin avec une idée simple, le partage de photos avec l'application Google Photos. Chaque projet fait l'objet de nombreux clichés qui vont raconter la vie de chaque chantier. Et les répercussions sont nombreuses sur la vie quotidienne de sa société. Tous les soirs, mes chefs d'équipe, ils font comme un rapport d'activité et ils font des photos de ce qu'ils ont réalisé. Et voilà ce que ça donne. Donc je reçois tous les soirs un ensemble de photos qu'on classe ensuite par chantier. Et donc, par exemple, ici, on a un chantier, une maison qu'on a entièrement rénovée, et on voit l'histoire de la rénovation de la maison. Donc c'est l'ensemble des photos qui ont été prises par les chefs d'équipe. Ça ne se résume pas à prendre que la photo de réalisation. Ensuite, ils se sont dit, on va prendre aussi, comme ils ne savent pas forcément envoyer un mail ou un SMS, et plus simplement qu'un coup de téléphone, ils font un petit croquis avec les dimensions dont ils ont besoin.
et ils font une photo. On a eu plusieurs effets. Un effet, c'est qu'il y a eu l'émulation entre les chefs d'équipe, parce que comme tout le monde partage les photos, chacun voit comment avance l'autre équipe. C'est aussi, chaque équipe a son métier, donc quand le menuisier passe après le charpentier il se dit tiens, je vais avoir peut-être ce problème pour poser la fenêtre. C'est-à-dire à partir de la photo, pouvoir discuter avec un autre chef d'équipe ou avec moi. Et ça permet aussi de partager l'album avec le client, des fois pour une résidence secondaire qui est à distance, ou avec l'architecte, pour là aussi discuter d'un problème technique. Pierre Berthoud, vous étiez à Las Vegas? Non, je n'y étais pas, mais j'y suis très près. Bon. Est-ce que les startups que vous avez vues aussi ici et que vous voyez dans le bâtiment, ça correspond à la French Tech? Est-ce qu'on est nul en France? Ou est-ce que vraiment, comme le disaient Pellerin et Macron, on n'est pas si mauvais que ça? Je dirais qu'on n'est certainement pas nul, je dirais même qu'on est bon. Je dirais même que dans certains domaines, on est même très bon. J'étais pas à Las Vegas, mais j'étais à Montréal avec une délégation de 70 personnes de Rennes il y a une quinzaine de jours. Rennes-Saint-Malo. Rennes-Saint-Malo, pardon, excusez-moi, vous avez raison de me reprendre, c'est tout à fait juste. Quand on regarde ce qu'on propose, quand on regarde les services que proposent en termes de technologie ou d'usage des startups françaises, des entreprises françaises, je pense qu'on n'a surtout pas à rougir. Par contre, où on doit s'améliorer, c'est notre capacité à le faire savoir, notre capacité à vendre, et notre capacité à le vendre à l'international. Je pense que là, les enjeux sont énormes. Et je vais sans doute dire une chose que j'en dis, c'est qu'on est effectivement très bon sur la techno et on est un petit peu moins bon sur cette capacité à faire savoir. Mais une question, c'est aussi un des rôles de la French Tech d'accompagner et de permettre aux entreprises justement de s'affranchir de frontières qui sont souvent dans la tête d'ailleurs. Une question SMS pour vous. Pourquoi bloquer de manière territoriale les projets, sachant que la plupart des collaborateurs sont éparpillés? Je ne comprends pas bien la question, je suis désolé. Moi non plus, mais je vous l'ai dit tel quel. Pourquoi bloquer de manière territoriale les projets? Vous bloquez de manière territoriale les projets, vous n'avez pas honte? Sachant que la plupart des collaborateurs sont éparpillés. Alors peut-être que la question est liée à la French Tech, Rennes-Saint-Malo, la notion de territoire. Hein. Oui. Alors oui, alors d'abord on ne bloque pas, nous on est là pour faciliter, on cherche pas à bloquer. Par contre, effectivement, ce label a été accordé à des territoires qui financent aussi cette French Tech, qui sont Rennes et Saint-Malo. Donc c'est une bonne échelle pour aider les entreprises, le territoire. Donc il ne s'agit pas de bloquer. Nous on travaille avec Malétroit, par exemple. Il y a le grenier numérique qui est porté par les frères Guillemot. On travaille avec Yves Rocher qui est à Lagacé. Enfin, oui. Vous savez, moi je suis un président, je suis un entrepreneur. Je suis pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le territoire. Moi, on va dire, c'est la Bretagne. Pierre, vous avez, qui vous regarde, 350 personnes du bâtiment, tout métier confondu, tout secteur confondu. Vous avez 2 phrases. 2, ça va. 2 phrases. Qu'est-ce que vous avez à leur dire, monsieur le représentant de la French Tech, Rennes-Saint-Malo? Moi, je dirais, n'ayez pas peur de l'avenir, faut s'adapter. Le numérique et le digital, ça peut être une formidable opportunité pour vous. Par contre, il faut s'y préparer, il faut le comprendre, il faut se préparer en tant que dirigeant à comprendre ce monde, à comprendre ses opportunités et bien sûr préparer ses équipes. Merci. N'ayez pas peur. Vous avez le même discours que Jean-Paul II, le pape. N'ayez pas peur. Pas raison. Une phrase pour conclure, et je terminerai par vous, puisque vous étiez dans le rôle du sceptique au départ, qui était très, très, très pratique pour nous. Merci. Oui, donc moi je conseillerais aux gens d'être assez... mettez-vous là. On ne vous voit pas sinon. Voilà. Vous voyez, là, vous êtes dans la lumière. Dans la lumière. Je conseillerais aux gens d'être assez curieux. En fait, il y a plein d'outils, que ce soit Archireport ou d'autres, pour gagner beaucoup de temps, des outils de facturation, CRM, devis, et déjà de faire un premier pas dans le numérique en passant par là. Lisa Blue. Alors moi, approchez-vous. Ce que je vous dirais, c'est que le temps que vous allez passer à vous adapter, à intégrer un nouvel outil, je pense que vous le gagnerez derrière de manière démultipliée, parce que le numérique, ça va vous apporter quelque chose qui... Enfin, je prends l'exemple des zéro-codes. Les zéro-codes, c'est fastidieux. Là, ça devient super facile, quoi. Voilà. C'est fastidieux, ça devient effectivement super facile. Il faudra y passer. Un mot? Il a tout dit? Oui, il a très bien résumé. Alors, vous avez droit à plusieurs phrases, Pierre. Vous êtes CMiste, et est-ce que cette matinée a changé votre façon de voir le numérique?
Qu'est-ce que vous en retenez? Alors, moi j'en retiens, j'étais déjà quand même un peu convaincu. Oui, évidemment. Le numérique, il est au quotidien, il est à toutes les étapes et il est aujourd'hui incontournable. Pour autant, moi je trouve important qu'on ne fasse pas fi de tout, et notamment de l'aspect relationnel qui existe dans le monde du bâtiment. On est toujours dans un métier d'homme, où l'échange prône. Il est impératif qu'on conserve ça et que tout ne soit pas remplacé par le virtuel, selon moi. Ça, c'est le premier aspect. L'autre aspect, c'est que c'est également un métier de terrain. Alors moi, mes conducteurs de travaux ont une tablette tactile, ils ont des outils de ce type, mais ils ont aussi une paire de bottes dans le coffre. Et c'est impératif que la tablette, elle ne soit pas uniquement au bureau, elle soit aussi sur le terrain. Donc c'est un savant mélange, c'est une complémentarité des outils, qu'ils soient numériques ou plus traditionnels. Et c'est ça qui, je pense, va nous aider à progresser encore dans notre activité. La tablette, ça n'empêche pas ça. Exactement. C'est important. C'est aussi ça le bâtiment. La poignée de main et la parole donnée restent de mise dans le bâtiment, selon moi. D'accord. À la question, est-ce que j'ai un compte Twitter? La réponse est non. C'est quelqu'un qui m'a posé la question. On a décidé de répondre à toutes les questions. Non, je n'ai pas de compte Twitter parce que c'est microphage. Ça prend du temps. Voilà. Ça prend trop de temps et puis ce que j'ai à dire n'est pas très intéressant. Merci à vous quatre. Voilà, la matinée se termine. Merci à tous d'avoir été respectueux du temps de parole. Il est midi et 33 minutes. On a juste 3 minutes de retard. Il est important de donner la parole à un monsieur qui écoutait attentivement et qui a pris plein de notes. Je vais demander au président de venir sur place. Attendez, avant, juste tout à l'heure, je vous en prie, n'oubliez pas de se passer dans les stands. N'oubliez pas de poser toutes les questions possibles et imaginables à Lisa Blue, mais également à Mégalis Bretagne qui est sur place, à Applicite, qui est un logiciel BIM qui est là-bas. Il y a Maro Architecte, il y a ArchiReport, vous êtes là-bas, vous répondez à toutes les questions. Il y a Faro, on les a vus tout à l'heure, leur magnifique machine. Et il y a ERDF qui va vous parler de Linky si jamais vous avez encore des doutes. Enfin, tous les partenaires sont là, y compris la SMA BTP et y compris la Banque du Bâtiment. Merci à tous. Ah oui, et j'oubliais, LCA, vous êtes la nouvelle filiale de la FFB. C'est les constructeurs et les ménageurs. En gros, l'Union des maisons françaises rejoint la FFB. Exactement. Donc on est beaucoup plus nombreux maintenant à faire partie de ce syndicat et à appartenir maintenant à la FFB. Oui. Donc on est ravis. Ça donne évidemment beaucoup plus de poids à notre profession de constructeur de maisons. Donc on est très content de rejoindre la FFB. Merci à tous. Je voudrais dire également, Président, vous m'accordez un truc personnel. Pas de problème, Jean. Je voudrais dire merci au monsieur que vous avez vu dans les images, ce jeune stagiaire un peu chauve, qui est dans toutes les images, qui cherche du boulot, le pauvre, mais il a pour le moment la FFB. Non, c'est Dominique. Dominique Poirot, sans qui cette journée n'aurait pas pu se faire. Merci à tous et bravo aux intervenants. Président, à vous de conclure. Merci beaucoup. Merci beaucoup, messieurs, mesdames les élus, mesdames, messieurs les élus, pardon, mesdames, messieurs les partenaires et mes chers collègues. Donc c'est l'heure et on a respecté l'horaire. Bravo Jérôme. De tirer le rideau de ces 3e assises de la construction. J'espère que vous avez pu y puiser toutes les réflexions que l'on peut imaginer face à une évolution forte et de nos métiers, et ça c'est passionnant. Je tiens de toute façon, pour commencer, par remercier déjà chaleureusement tous les intervenants qui se sont pliés à nos demandes et à la baguette de Jérôme Bolali. Bravo, merci chef d'orchestre. Cette matinée a été, je pense, en tout cas pour moi, sûrement très revigorante. J'espère qu'il en est de même pour vous et vous donne des nouvelles perspectives de notre monde merveilleux du bâtiment. Avant de conclure sur tous ces chantiers qui s'ouvrent à nous, je souhaiterais évoquer quelques secondes la conjoncture un petit peu. En Bretagne, nos perspectives de marché s'améliorent doucement et sont plurielles. L'attachement des Bretons à leur résidence principale, avec un taux de 10% supérieur à la moyenne nationale, ouvre des perspectives de vente et de construction de logements individuels qui repartent à la hausse. La tendance d'évolution démographique
reste bonne avec une attractivité renforcée, cela se traduit nécessairement par un niveau de logement et d'équipement qui devrait progresser. La poursuite du développement industriel et agricole, dont dépendent aussi nos marchés, sont centraux et objets de toute notre attention, en lien avec les élus locaux. La nécessité de rénover énergétiquement le parc existant, qu'il s'agisse de logements, de bureaux et de bâtiments non résidentiels, devrait se traduire aussi par des travaux d'isolation, d'entretien et de rénovation plus importants dans les années à venir. Autre facteur d'espoir, le renforcement de l'attractivité de nos territoires avec le développement des infrastructures et des liaisons comme la LGV qui nous rapprochent des autres territoires et favorise l'implantation d'activités. Le phénomène de métropolisation aussi, autour des villes de Brest, de Rennes, génère aussi une activité forte pour le bâtiment, tout en étant source d'inquiétude pour les territoires périphériques, plus ruraux, qui font tout autant la force de notre région. Quelques inconnus néanmoins persistent. La commande publique d'abord, qui connaît un net ralentissement malgré les besoins générés par la croissance démographique et la demande sociale. Les mesures d'incitation aux travaux tels que le CITE, l'éco-prêt à taux zéro, qui sont incertaines quant à leur pérennité. Le recours au détachement de travailleurs qui crée des conditions de concurrence déloyale. Le niveau de prix désespérément bas pour permettre à nos entreprises de sortir de ces 8 années de crise continue. Alors, quid de la transition numérique dans ce contexte contrasté, vous l'avouerez? Nous avons choisi délibérément l'optimisme et nous sommes organisés pour créer les conditions favorables pour accompagner nos entreprises. Après une sensibilisation, des formations sont organisées aux 4 coins de la Bretagne et nous travaillons de concert avec tous les intervenants de ce matin pour assurer une transition en douceur à toutes celles et à tous ceux qui trouvent un intérêt, un espoir, une envie dans cette évolution. Nous allons donc poursuivre et amplifier notre action, car nous entendons bien ne pas nous faire ubériser, mais au contraire être au centre d'un processus nouveau que d'aucuns appellent déjà le bâtiment intelligent. Nous aurons besoin de vous et vous savez pouvoir compter sur nous. Alors avant de terminer, je voudrais, pour la photo de famille, pour que la journée se termine de façon collaborative, comme on a pu l'exprimer, j'aimerais faire monter sur la scène l'ensemble des intervenants de ce matin, ceux qui sont encore là en tout cas, n'hésitez pas s'il vous plaît. Je voudrais faire monter également sur scène toute l'équipe de la fédération régionale. Montez, donc, je vous en prie, venez nous rejoindre. S'il vous plaît, venez nous rejoindre. Donc, Nicolas, bien sûr, Nicolas Lebon. Je voudrais que, alors tous ceux qui peuvent aussi, bien sûr, Dominique Poirot, s'il vous plaît. Non, Dominique Poirot, on le garde pour la fin. Si ça on le garde pour la fin. Enfin, oui, c'est vrai. Dominique Poirot, vous savez, c'est le jeune stagiaire. Oui, on est d'accord. C'est une bonne nouvelle. Sylvie, si elle est par là. Anne, si elle est par là aussi. Voilà, n'hésitez pas à monter tous. Et vraiment, je voulais vous remercier toutes et tous du travail que vous avez fait. Vous avez vu que le décor, il n'est pas de Richard Cardwell, il est bien de chez nous. Hein, c'est quand même extraordinaire. C'est fait avec des moyens de base, du bâtiment, mais c'est tout à fait efficace. Je voudrais remercier aussi mes collègues présidents qui sont là, qui ont bien œuvré également dans la préparation de cette matinée. Et puis bah oui, peut-être que on va faire notre photo. Alors, l'équipe, venez devant là, venez devant tout le monde là. Vous allez vous agenouiller là. Non, c'est pas possible, Alors, donc, Jérôme. L'équipe FFB.
L'équipe C'est vous de FFV. corvée, c'est vous qui vous mettez à genoux. C'est vous qui vous mettez à genoux, Voilà. exactement. Tous les gens de la FFV sont à genoux, les autres, vous avez le droit d'être debout. Mais peut-être qu'un garçon jeune BTS, peut-être qu'il pourrait venir aussi. Voilà, super. Merci. Vous pour êtes la photo de famille. Pas sur la photo. Voilà, super. Je voudrais terminer Merci avec- beaucoup, Nicolas. Jérôme, Pardon. Président. Merci beaucoup d'avoir accepté et animé cette matinée avec. Vous faites des beaux métiers. Non. Je voudrais terminer par la bonne nouvelle. Le jeune stagiaire, enfin jeune, façon de parler, le Cotorep, pardon, le jeune reçu de... C'est-à-dire Dominique Poirot, que vous avez vu dans les images, il a légèrement perdu ses cheveux, a enfin trouvé un vrai travail. Il s'est décidé, il a essayé Robocop, ça n'a pas marché, il a essayé de devenir Iron Man, ça n'a pas marché, il fait mieux parce qu'il reste dans le bâtiment. Mesdames et messieurs, voici entrée de chant de Dominique Poirot, Cyber Dominique Poirot. Je vous présente le manœuvre 2.0. Et avec ça, normalement, les charges de 50 kilos, non, on n'essaye pas parce qu'il n'est pas branché. Et puis en plus, ça va tomber en panne. Mais ceci dit, cet exosquelette, ce squelette extérieur, a vraiment été utilisé. C'est pas du tout un gadget. On l'a vu fonctionner à Las Vegas au moment du Consumer Electronics Show. Mais il a vraiment été utilisé par des staffeurs, je crois, à l'hôtel super chic à Paris, à quel pays ? Le Peninsula, où il fallait frotter, gratter. C'était très très fatigant. Racontez. Donc une entreprise a réellement utilisé ces dispositifs pour mettre en place des plafonds de staff. Attendez, on peut parler en même temps qu'on fait la tournée en même temps. Voilà. On fait tourner. Voilà. Donc pour faire des plafonds de staff, parce que c'était extrêmement pénible pour les staffeurs de porter ces grosses pièces de plafond. Et donc le chef d'entreprise a investi dans du matériel de ce type-là, pas sur ce modèle-là exactement, et ça leur a permis de travailler beaucoup plus vite, avec beaucoup moins de pénibilité, et de livrer ce chantier exceptionnel dans les temps. Merci Dominique. Décidément. Et Dominique me dit qu'en boîte, mais ça marche à fond la caisse. Toutes les filles sont à ses pieds. Merci à tous. Merci aux intervenants. N'oubliez pas les partenaires qui sont là avec leur stand. Voilà, alors, n'hésitez pas donc à aller visiter les partenaires, vous y découvrirez plein d'informations. Et puis, on est dans le bâtiment, donc, mesdames, messieurs, vous êtes tous attendus pour un plateau repas avec quelques boissons. Voilà. Merci beaucoup à tous de cette journée. Bravo. Thank you.